IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Accompagner son animal en fin de vie, dialogue avec l'âme animale ici et dans l'au-delà, c'est le titre d'un livre publié aux éditions Vega de Fabienne Maillefer avec une préface de Sylvie Ouellette. Fabienne Maillefer est psychopédagogue et hypnothérapeute. Elle a suivi de très nombreuses formations en santé animale et s'intéresse depuis plus de 20 ans à la communication animale intuitive et au développement de l'intuition. Elle a créé l'école de la conscience EDC, labellisée pour la qualité de ses enseignements, qui se veut être un centre d'initiation à la relation d'âme à âme avec le monde animal, mais aussi minéral, végétal et avec la nature en général. Spécialisée en psychotraumatologie, elle accompagne depuis plus de 30 ans des patients à la recherche du sens de leur vie et de leur mission d'âme. Elle est l'auteure de différents ouvrages sur le monde animal, dont le coffret Mes alliés de la nature. Ce sont des cartes chamaniques pour guérir et grandir, paru chez le même éditeur. Oui, bonsoir Joël, merci de m'accueillir au sein de votre radio. Votre premier livre, c'était la communication animale. Vous avez écrit un premier livre avant celui-là. Oui, j'en ai même écrit deux. J'ai écrit un premier livre qui est épuisé, qui s'appelait La communication animale, une rencontre d'âme à âme. Et puis ensuite, j'ai sorti chez Jouvence en 2017 La communication animale intuitive, deux points à la rencontre de la conscience animale. Et puis ensuite, celui pour lequel je suis là ce soir et deux coffrets. Un coffret qui est celui que vous avez mentionné sur les alliés de la nature, un coffret de méditation de chat qui a été dessiné par la même illustratrice, Aline Code, et puis qui est sorti là tout récemment, en début de cette année. Et puis un ouvrage qui sort prochainement, en mars, qui s'appelle Se relier au vivant grâce à l'intuition. C'est un ouvrage d'exercices pratiques de communication avec le monde animal, minéral, végétal, les arbres, la nature en général, et aussi les esprits de la nature. Vous avez été infirmière en soins intensifs. Oui, oui, alors j'ai d'abord fait un travail, enfin une formation d'infirmière en soins généraux, ça s'appelait à l'époque, ça date des années 80, donc c'était il y a quelques années déjà. Et puis ensuite j'ai travaillé au Centre des Brûlés dans un grand CHU comme infirmière en soins intensifs, oui. Et donc, vous avez côtoyé la mort. Alors beaucoup, spécialement en plus dans cette activité dans un centre de grands brûlés parce que les centres de grands brûlés accueillent souvent malheureusement des populations jeunes. Donc c'est encore une autre confrontation à la mort que celle à laquelle j'avais pu être confrontée dans les services de médecine lorsque c'est des gens âgés qui disparaissent. Là, c'est souvent effectivement des gens jeunes, c'est souvent des situations dramatiques avec des pères de famille, des mères de famille, des enfants. Donc effectivement, j'y ai été très très souvent confrontée. Et vous avez quitté il y a combien de temps? Ou alors j'ai quitté au début des années 90, milieu des années 90. J'avais envie vraiment d'orienter ma vie sur la reconstruction, dans le sens où les personnes qui sortaient des soins intensifs, heureusement la majorité sortait des soins intensifs pour ensuite aller dans des unités de chirurgie plastique et reconstructive. Et ces personnes-là, en fait, n'étaient pas tellement accompagnées à l'époque dans la reconstruction d'eux-mêmes à l'extérieur. Tant qu'ils étaient dans le cocon de l'hôpital, bah, ça allait dans le sens où on les prenait en charge. Mais ensuite, quand il fallait revivre dans la vie de tous les jours en ayant des cicatrices très importantes, en devant porter des habits de compression, en ayant aussi cette odeur particulière qui accompagne les traitements, les crèmes des personnes qui ont eu la peau brûlée. Enfin, tout ça était extrêmement compliqué pour eux dans le retour à domicile et il n'y avait aucun accompagnement. Donc j'ai commencé à en faire à titre bénévole en dehors de mes heures comme infirmière. Et puis, au bout d'un moment, malgré mes demandes de créer un service d'accompagnement, à l'époque, ça n'avait pas été entendu. J'ai décidé de quitter ce milieu-là parce que je pouvais simplement plus mener à bien ces deux jobs. Et je suis allée travailler dans le milieu des dépendances parce que pour moi, se reconstruire lorsque on a eu une problématique de dépendance, que ce soit l'alcool, la drogue ou d'autres types de dépendance,
Bah, pour moi, c'était un peu la même démarche. C'est tant qu'on est dans l'institution, pris en charge, ça va. Mais comment on fait à l'extérieur quand il faut affronter le regard des gens, quand il faut savoir dire non, quand voilà. Pour moi, il y avait une continuité, un fil rouge qui accompagnait ma démarche. Et puis c'est dans ces institutions-là que j'ai décidé de poursuivre des études, d'abord par une formation en sciences de l'éducation et en psychopédagogie, puis ensuite une deuxième licence en psychologie sociale. Puis ensuite, je me suis spécialisée en psychotraumatologie. Tout ça tombait sous le sens, avec toujours un intérêt particulier et surtout un ancrage et une possibilité de revenir toujours au vivant grâce à mon amour et au lien que j'ai particulier avec la nature depuis toujours, et notamment les animaux sauvages. À quel moment les animaux sont arrivés? C'est le monde sauvage qui est d'abord arrivé? Alors, les animaux sont arrivés dans ma vie depuis petite. J'ai la chance d'habiter à l'époque dans une petite ville, et puis ensuite mes parents avaient ce qu'on appelle un chalet, une résidence secondaire à la montagne où on passait pas mal de temps en famille. Et là, pour moi, c'était le rêve, et c'était extraordinaire. Donc, depuis petite, j'ai eu des relations particulières avec le monde sauvage, un petit peu avec le monde des animaux domestiques, mais finalement de manière assez courte parce qu'on a d'abord eu des lapins nains et puis ensuite on a eu un chat. Et malheureusement, comme j'étais allergique aux poils des chats et des lapins, on n'a pas pu les garder longtemps. Mais les animaux sauvages, c'est ce que je côtoyais dans la nature et avec lesquels j'ai toujours un rapport assez particulier, avec une possibilité de les approcher de manière enfin, toujours extraordinaire. Comme vœu de Nouvel An, j'ai envoyé la carte une photo pardon, de l'hermine qui est dans notre potager et avec qui je peux vraiment avoir des conversations comme avec vous et qui ne part pas et qui est tout à fait apprivoisée, si je peux dire ça comme ça, hein, entre guillemets. Euh, Par contre, si c'est quelqu'un d'autre, elle s'en va. Donc voilà, ça c'est ma relation avec le monde sauvage. Et puis il y a eu les chevaux qui, dès l'âge de 8 ans, ont beaucoup compté dans ma vie, comptent encore aujourd'hui, puisque je vis dans un endroit où je suis entourée d'équidés, les chevaux, les ânes, hein, tous les équidés. Et tout ça m'a amené petit à petit à m'intéresser à la relation homme-animal et surtout à pouvoir voir déjà par rapport à moi-même combien lorsque l'on traverse des difficultés, la présence de nos animaux à nos côtés est bienveillante, que ce soit les chevaux ou pour moi donc, hein, ou bien les animaux sauvages. À chaque fois, je trouvais réconfort ou réponse à mes questions. J'ai évolué dans ma vie avec ces deux choses en parallèle et une impression très évidente que la mort était quelque chose avec lequel je devrais composer, même si je n'ai pas été énormément confrontée à la mort de proches, par ma grand-mère, et puis ensuite plus tard mes grands-parents, mais dans l'enfance très peu. Mais je sais pas, j'avais une espèce de relation, je pense grâce au monde sauvage, sur la fragilité de la vie, la mort et surtout qu'est-ce qu'on devient après. C'était aussi ça ma question. Donc j'ai mené ce chemin d'interrogation en parallèle avec les personnes que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans mon métier d'infirmière, et puis aussi avec les animaux qui ont disparu dans ma vie. Et petit à petit, j'ai développé cette approche et ces connaissances en décidant d'accompagner les personnes qui ont des animaux en fin de vie et pouvoir les accompagner sur leur chemin d'âme, pas seulement le chemin d'âme de l'animal, mais aussi le chemin d'âme de la personne. Donc, si vous voulez, ma démarche, elle est parallèle, à la fois dans ma connaissance du monde médiumnique et de la mort chez l'humain, et mes recherches sur la mort chez l'animal. Y a-t-il ou pas une âme? Qu'est-ce qu'elle devient? Quel est son cheminement? Et c'est l'objet de cet ouvrage, d'accompagner son animal en fin de vie. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous dites que vous étiez allergique aux poils de chat. Est-ce que vous l'êtes toujours? Mais oui, mais oui, plein d'animaux en plus. Même maintenant, ça devient problématique pour moi de m'occuper de mes animaux dans le quotidien parce que effectivement, j'ai développé une sensibilité au fur et à mesure des années et je me suis beaucoup interrogée pour savoir mais pourquoi ça me touchait. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ça me limite dans le nombre d'animaux que je souhaiterais accueillir. Parce que si j'étais pas allergique à autant d'animaux, je pense que chez moi, ce serait l'Arche de Noé.
Et c'est pas forcément ce que les animaux veulent. Parce que lorsqu'on individualise la relation avec un animal de compagnie, en fait, il n'a pas envie de se retrouver comme ça avec 25 ou 30 autres animaux à partager sa vie, à partager son temps avec moi. En fait, ce que je dis souvent à mes élèves, hein, c'est que plus vous allez communiquer intuitivement avec le monde animal, moins vous aurez d'animaux chez vous. C'est assez fou hein, quand même. Parce que plus vous allez individualiser la relation et plus ils auront besoin de temps que vous leur consacrez du temps. Et au fur et à mesure des années qui passent, je ne remplace pas les animaux qui décèdent chez moi parce que je trouve déjà que j'ai pas assez de temps par rapport à ce qu'ils demandent à consacrer à chacun d'entre eux. Ouais, alors, je veux bien vous croire, mais qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand on a une amie qui meurt et qu'elle laisse un chat? On ne peut pas le laisser dehors. Non, tout à fait. Alors, pour ça, bah, l'école que j'ai créée, c'est aussi un moyen de soutenir financièrement des associations qui recueillent hein, des animaux qui sont abandonnés, soit du décès de leur propriétaire, soit pour d'autres raisons. Et vous avez en France, par exemple, en Suisse, aussi un organisme qui s'appelle l'Oasis des vétérans, qui est spécialisé sur l'accueil d'animaux âgés. Ça, c'est aussi encore un autre type d'accueil. Et puis en France, en Suisse, en Belgique, un peu partout, il y a des centres d'accueil, que ce soit des SPA ou des refuges, voire même de plus en plus des familles d'accueil qui accueillent provisoirement des animaux et qui se sont spécialisés sur telle ou telle espèce. Mais effectivement, l'idée, c'est pas de les laisser dans la rue, hein. Quand ils ont été une fois animal de compagnie, c'est compliqué de devenir un animal de groupe à nouveau. Alors, on va donc parler de l'accompagnement de son animal en fin de vie. Il faut qu'il y ait au moins quatre personnes. Il y a l'animal, il y a le propriétaire de l'animal, il peut y avoir le communicateur et le vétérinaire. C'est très important, ça, que le vétérinaire soit présent et qu'on lui pose des questions. Tout à fait, c'est indispensable et c'est indispensable surtout parce que seul le vétérinaire est habilité à évaluer cliniquement l'état de l'animal. Parce que moi, en tant que propriétaire d'un animal, bah, je vais être sous le coup des émotions, de l'angoisse que ça soit maintenant, bientôt le dernier moment venu, de pas savoir si c'est le bon moment ou pas, et avoir recours à un interprète animalier ou communicateur animalier, hein, les deux termes sont utilisés, pour savoir si c'est le bon moment de l'endormir ou pas, c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est vraiment de passer d'abord par une évaluation et faire un bilan de santé auprès du vétérinaire. Ça, c'est ce qui m'arrive tous les jours. Je vous donne un petit exemple juste avant le week-end. Voilà que quelqu'un m'appelle en me disant ça y est, c'est la fin, je suis sûre, depuis 2 jours, mon chat veut plus manger. Et c'est quelqu'un que j'avais déjà eu au téléphone précédemment, qui avait été faire un bilan veto. Il y avait eu un diagnostic d'insuffisance rénale très avancé qui était posé, avec vraiment des jours ou des semaines déjà comptés pour l'animal. Et là, je lui ai dit, mais il faut vraiment que vous réévaluez la situation, surtout si votre chat ne mange plus et ne boit plus, pour éviter qu'il y ait souffrance. Parce que même si c'est la fin de la vie de l'animal, on peut aussi conduire cette fin de vie décemment et sans souffrance exagérée ou sans agonie. Donc elle est allée effectivement l'après-midi chez son vétérinaire, elle a été prise en urgence, qui en l'examinant a dit non, juste votre chat est un peu déshydraté, on va lui faire une perfusion, et puis maintenant vous allez pouvoir faire le travail avec Madame Maillefer pour progressivement vous aussi vous habituer à l'idée que votre chat, bah, il va falloir l'endormir dans un avenir plus ou moins proche. Donc on est entré maintenant, j'ai un rendez-vous ce soir avec cette personne, on est entré maintenant dans cette phase de préparation avec le propriétaire, avec le chat, en l'occurrence avec toute la famille, parce que c'est souvent aussi une famille que j'accompagne. Il n'y a pas que la personne que j'ai au bout du fil, il y a parfois des enfants, un conjoint et puis d'autres animaux aussi dans la famille. Donc cet accompagnement, pour moi, il doit se faire globalement, mais la décision d'euthanasie ou le fait qu'il va falloir prendre la décision d'euthanasie ne peut être posée que par le vétérinaire et ne doit jamais être fait par un communicateur animalier qui alors pour moi délivre ce que j'appelle un permis de tuer et ça c'est pas ok éthiquement parlant parce que vous ne pouvez pas à distance
au téléphone, avoir une évaluation claire, et là je parle par rapport à mon passé d'infirmière, avoir une évaluation claire et limpide de où en est l'animal. C'est vraiment l'observation clinique du vétérinaire, les pulsations, la respiration, l'état de déshydratation, etc., etc., qui vont poser en fait le diagnostic de fin de vie. Oui, alors moi, il est arrivé de faire euthanasier plusieurs animaux. C'est vrai que le diagnostic était prévu pour mon chat, insuffisance rénale. Et c'est vrai que j'ai appelé un vétérinaire d'urgence sans me poser trop de questions pour lui demander qu'il l'endorme. Comme vous dites si bien, et que le vétérinaire ne s'est pas posé de questions et il l'a endormi. Donc on s'en veut toujours un peu après. Vous dites dans votre livre après qu'il faut se pardonner de ces euthanasies qu'on a fait, de ces morts plus ou moins ratées, où on ne sait jamais si on a fait bien, si on a été jusqu'au bout, si on n'en a pas fait trop, si on n'en a pas fait assez. Ça, c'est important. Et vous dites que l'animal, lui, il ne se suicide pas. Les animaux ne se suicident pas. C'est pas l'animal qui va choisir. C'est-à-dire que si on pose la question à l'animal, est-ce que tu veux mourir? Il va nous dire non. Il dit toujours non, parce que la notion déjà de mort n'est pas du tout celle que nous avons. Nous, dans la notion de mort, il y a derrière cette notion-là, le fait que ça soit définitif. C'est-à-dire que, ben voilà, si mon animal meurt, j'ai conscience en tant qu'adulte que je le verrai plus, que ben, il va me manquer physiquement, voilà, dans sa présence aussi, rien que sa présence dans la maison. Ça, c'est des notions qui n'appartiennent pas au monde animal. L'animal, lui, il a un esprit et un pouvoir de vie qui est énorme. Il a une puissance et une énergie de vie énorme en lui. Et il va tout faire pour pouvoir se battre, pour continuer à vivre, parce que dans sa conception des choses, la mort n'existe pas. Il va accepter à un moment donné, dans les différentes phases dont je parle dans le livre, donc la phase d'acceptation qui est la toute dernière phase où l'animal lâche, si on peut dire ça comme ça, c'est le moment où l'animal réalise que ben, son corps le lâche, qu'il ne peut plus se nourrir, vaquer à ses besoins et avoir une vie autonome, on va dire. Comme ça, je dirais même pas une vie convenable, parce que l'animal va s'adapter et parfois il est dans des capacités d'adaptation assez incroyables dans la manière dont il va survivre. Donc il n'est pas dans la qualité de vie, il est dans la survie dans certaines situations. Mais l'animal, lui, il n'est pas dans oui, euthanasie-moi, ça sera super, je vais aller beaucoup mieux. Parce qu'il n'a pas cette notion-là. Par contre, il a la notion que mon corps me lâche. Et c'est à ce moment-là, et c'est pour ça que c'est important que le vétérinaire soit dans la course, qu'il faut informer l'animal, et on peut le faire avec ses mots à soi, pas obligé de passer par un communicateur animalier, mais il faut informer l'animal que malheureusement, tout ce qu'on a pu faire jusque-là, et ben maintenant, on arrive au bout des possibilités de soins et qu'on n'arrive plus. On est vraiment au terme de ce qu'on peut faire et que le corps lâche, la médecine ne peut plus l'aider et ben, ma foi, on va peut-être juste l'accompagner pour qu'il y ait moins de souffrance parce que même dans le travail sur la souffrance, dans l'accompagnement de la souffrance, il arrive un moment donné où les médicaments ne fonctionnent plus. Donc, il faut expliquer ça à l'animal et l'animal alors fait le lien entre ce que nous lui expliquons, puisqu'il nous donne entièrement sa confiance, et ce qu'il ressent dans son corps. Et c'est là que l'euthanasie est possible et se fait de manière paisible. Je vous donne un petit exemple pour les auditeurs. La semaine dernière, j'ai accompagné une chatte sur déjà plusieurs semaines de fin de vie. Et cette chatte a été endormie un petit peu en urgence parce que tout d'un coup sa situation s'est beaucoup dégradée et le vétérinaire qui la connaissait bien a dit mais je pense que c'est le bon moment et du coup je suis intervenue et la chatte a dit ok c'est le bon moment et j'aimerais bien que ma maîtresse se culpabilise pas et je lui manifesterai que tout est bon pour moi et tout est accompli. Ça c'est ce qu'elle a dit. Et le vétérinaire est venu à domicile, a endormi la chatte donc à la maison et la dame m'a appelé peu après en me disant c'était incroyable. Au moment où il a fait l'injection, donc il y a deux injections, ça se passe en deux temps, généralement l'euthanasie. Donc la première injection est une injection qui s'appelle la sédation, qui va permettre à l'animal de s'endormir. Et puis la deuxième est celle de la dose létale,
qui est donc un puissant barbiturique qui endort les zones réflexes des battements cardiaques et de la respiration. Au moment de la première injection de la sédation, en fait, la chatte a regardé droit dans les yeux sa maîtresse et s'est mise à ronronner. Et elle a ronronné jusqu'au moment où elle s'est endormie. Et la dame était très touchée, c'est pour ça qu'elle m'a appelée en disant eh ben, ça s'est passé exactement comme elle l'avait dit. Elle a manifesté que c'était OK et pour moi, ça a été un soulagement. Et j'ai dit au vétérinaire OK, on peut y aller. Donc, quand c'est préparé, quand l'animal est au courant qu'on ne peut plus rien faire pour lui, il a cette sagesse, parce qu'il est aussi en lien avec son corps, de dire OK, je lâche. Et c'est jamais trop tard parce qu'on peut toujours communiquer avec l'âme animale une fois qu'il est décédé. On peut reparler. Je dirais que 90% des demandes de communication avec un animal défunt, c'est des gens qui vivent mal plusieurs semaines, mois, jours ou années, se souviennent du décès de leur animal et le vivent encore très mal. Et ça permet de reconnecter avec l'animal, de lui demander sans qu'on m'explique. Moi, généralement, j'explique à travers, enfin, je traduis ce que l'animal me dit des derniers instants de sa vie, que la personne propriétaire va pouvoir valider, puisque en général, elle était présente. Et puis là, les choses se dénouent et la culpabilité peut retomber parce que l'animal explique ce qui était juste pour lui dans ce qui s'est fait. Mais je ne connais pas sur les milliers d'accompagnements d'animaux en fin de vie ou d'animaux décédés, je ne connais pas de situation où l'animal était fâché contre son maître en lui disant tu n'aurais jamais dû m'endormir, c'est n'importe quoi. Parfois l'animal a manifesté qu'il regrettait de devoir quitter sitôt la terre, suivant l'âge qu'il avait. Mm. Mais les animaux ne sont pas culpabilisants vis-à-vis de nous. Ils sont plutôt compréhensifs par rapport à notre ignorance de la vie et de la mort et du passage de l'âme et de toutes ces choses-là que j'explique dans mon ouvrage. Merci à toi, folie. Grâce à toi, je vis. Merci à toi, folie. Grâce à toi, on s'unit. Merci à ce bal masqué quotidien. Grâce à toi, je sens que me priver d'air n'est pas sain. Merci à ce confinement imposé. Grâce à toi, je sais que le tapin n'est pas la santé. Merci à la potion magique des labos. Grâce à toi, je vois tous les docteurs collabos. Merci à la distanciation sociale. Grâce à toi, je comprends que l'amour est vital. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir avec Fabienne Maillefer, accompagnée son animal en fin de vie. C'est aussi notre propre perception de la mort, de notre mort, qui fait qu'on regarde l'animal avec sa mort. Donc le chat, le chien, les animaux en général n'ont pas la même perception de la mort que nous. Dans votre livre, il y a beaucoup de chapitres. La maladie et la vieillesse vues par l'animal. Vous en avez un peu parlé dans la première partie. Vous dites que l'animal ne se rend pas compte qu'il vieillit. Il s'adapte quelque part. C'est ça, il se rend compte, mais il va s'adapter. Mais il ne considère pas ça comme de la vieillesse, il considère ça comme, à un moment donné, il est empêché, alors nous le savons à cause de la vieillesse, il est empêché par exemple dans ses mouvements, je pense à l'arthrose chez le chien par exemple, ou chez d'autres animaux, et donc il va s'adapter en fonction. Oui, ou un vieux chien qui n'entend plus, par exemple. Il n'appréhende pas la vieillesse et la maladie. Alors, en ce qui concerne la souffrance, la douleur et la souffrance, est-ce qu'il faut différencier la souffrance morale de la souffrance physique? La souffrance physique, on la voit, c'est clair. On voit que l'animal, il ne se déplace pas, ou il miaule, ou il jappe. La souffrance morale, c'est la projection de notre propre souffrance. L'animal ne souffre pas moralement. Alors, ouais, je dirais pas que l'animal ne souffre pas moralement. Alors, il y a une partie effectivement dans la souffrance morale qui est la projection de notre propre souffrance.
avec cette souffrance pour l'animal de ne plus pouvoir répondre à la mission pour laquelle il a été élu auprès de son maître. Admettons par exemple que quelqu'un a pris un animal suite au décès ou à des changements dans sa vie, au décès d'un autre animal ou des changements importants dans sa vie, et qu'il a missionné ce nouvel animal d'être son compagnon, de l'emmener avec lui dans des trekking parce que c'est quelqu'un de sportif, etc. Et voilà que l'animal vieillit, il ne peut plus faire des grandes balades. Pour lui, ça va être compliqué parce que pour lui, sa mission de vie, c'est j'accompagne ma maîtresse ou mon maître pour faire des marches et des balades, et là, je peux plus. Et donc, c'est quelque chose de difficile à vivre pour moi en tant qu'animal. Et quand j'interviens, souvent les gens m'appellent dans ce genre de situation, et quand j'interviens, je vais avec l'animal confronter ses besoins, où il en est aujourd'hui, et regarder en direct, puisque je fais de la communication en direct, c'est-à-dire que j'entre directement en communication à partir du moment où vous me donnez une photo d'un animal ou même son nom, peu importe, je peux faire cette communication comme ça en direct. Et en fait, je vais voir en direct entre l'animal et le propriétaire quels sont en fait les plus petits multiples communs qui vont permettre de satisfaire et les besoins de l'animal et les besoins du maître pour que l'animal puisse revoir sa mission, le maître aussi, et se sentir toujours utile aux côtés de son maître. C'est dans cette optique-là que je vais travailler. C'est tout le problème, par exemple, d'un cheval qu'on met à la retraite et qui était un cheval de compétition, qui toute sa vie a été sur des parcours, a triomphé, et puis un jour se retrouve dans un pré, et non pas qu'il est malheureux dans son pré, mais juste que si quelqu'un lui expliquait peut-être quel est le nouveau rôle qu'il pourrait trouver ou qu'il cherchait avec lui et son propriétaire, c'est comment aujourd'hui que je pourrais être dans ma vie et en quoi je pourrais te servir, moi, le cheval qui t'a servi à apporter tes triomphes et dans le monde entier en faisant des parcours d'obstacles ou d'autres choses en équitation. Comment est-ce que moi, le cheval, je pourrais, toi, maître, trouver un moyen de pouvoir te servir encore? Et ça, c'est intéressant en communication animale parce que ça permet d'aménager des choses. Et il y a par exemple des chevaux qu'on a mis à la retraite avec, alors vraiment le propriétaire y a mis tout son cœur en cherchant un endroit extraordinaire avec beaucoup de prés, enfin vraiment le truc qui nous semblerait, nous, du point de vue humain, l'endroit idéal pour un cheval. Et nombre de ces chevaux de concours, alors que je ne connaissais pas leur passé, la première chose qu'ils me disent, c'est non, mais nous, on ne veut pas être à des kilomètres de notre propriétaire, de notre maître ou de notre maîtresse. On aimerait bien qu'on nous trouve un endroit plus près. Et puis, ça ne nous dérange pas d'être dans un centre équestre, même si on n'a pas autant de prairies pour pouvoir galoper. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la proximité des gens, de pouvoir être en lien. Parce qu'il faut imaginer qu'un animal qui a vécu une vie sociale, comme un cheval qui a été en centre équestre toute sa vie, qui a fait des concours hippiques, de le mettre à la retraite dans un pré vert magnifique, je sais pas, en Normandie, de notre point de vue humain, c'est magnifique. Mais du point de vue de l'animal, souvent, c'est juste une mise à l'écart. Et il le voit pas comme quelque chose de magnifique. Donc en ça, la communication animale, elle est vraiment utile. Elle permet de pouvoir demander à l'animal, c'est quoi ton besoin aujourd'hui? Et l'humain s'adapter. Alors, il y a aussi la mort naturelle. Peu d'animaux meurent naturellement, ça serait l'idéal. Si on pose la question à l'animal s'il veut être euthanasié, il ne voit pas du tout ce que ça peut être. Tout à fait. Alors la mort naturelle chez les animaux de compagnie est extrêmement peu fréquente parce que simplement nous entretenons aussi nos animaux par la médecine vétérinaire qui a fait énormément de progrès et nous avons aussi une certaine tolérance à la douleur de notre animal. Donc personnellement, moi je supporte mal de voir mon animal ne plus pouvoir se lever, ne plus pouvoir manger, ne plus pouvoir faire ses besoins. Pour moi, il en va de sa qualité de vie et c'est ça qui va peser dans la balance. L'euthanasie est effectivement quelque chose qui doit être expliqué à la fois au propriétaire par le vétérinaire, mais aussi à l'animal en expliquant son déroulement, mais en expliquant aussi pourquoi on le fait. Ça reprend les choses que j'ai dit dans la première partie. Il est nécessaire de préparer l'animal, de lui indiquer que maintenant on arrive au bout de tous les possibles que nous avons à disposition en tant qu'humains pour essayer
de prolonger la vie et surtout une vie de qualité. Oui, alors l'euthanasie, oui, mais où? Vous avez un chapitre sur ce sujet. J'ai appris qu'il ne faut jamais euthanasier un cheval dans un box. Alors, je dis pas qu'il faut jamais euthanasier un cheval dans un box, c'est que si possible, si on peut l'euthanasier dehors, c'est plus confortable pour lui. Ça sera aussi plus confortable pour des raisons d'intendance, parce que ça aussi, c'est des choses qu'il faut aborder. Et c'est aussi pour moi une partie de mon travail, c'est que quand les gens souhaitent endormir leur animal à un endroit ou à un autre, il faut qu'on réfléchisse si c'est opportun et pour l'animal et pour l'intendance qui va suivre et aussi pour la personne. Alors concernant le cheval, idéalement, si on peut l'endormir à l'extérieur, pour le cheval, c'est quelque chose qui est moins anxiogène que d'être endormi dans son box, pour autant que cela soit possible. Parce qu'il y a des situations où le cheval ne peut plus être sorti du box, donc on fait comme on peut. Et puis il y a des situations où on va même endormir un cheval dans un van, hein, dans un camion, parce qu'on ne peut pas laisser le corps en place là où on l'aurait euthanasié. On va faire au mieux et comme c'est possible. Donc ça c'est la première chose. Concernant ces animaux de compagnie, le chat, chien, lapin qui vivent chez nous, lorsqu'il est possible d'euthanasier nos animaux à la maison, que le vétérinaire est d'accord de se déplacer, il y en a de plus en plus, il faut réfléchir aussi pour la personne qui va rester dans la maison, où est l'endroit idéal. Parce que peut-être que l'animal dit, mais moi j'aimerais bien être endormi dans ton lit, mais ça veut dire qu'après, moi je vais devoir dormir dans ce lit, hein, moi propriétaire de mon animal, je vais devoir dormir dans ce lit où mon compagnon animal est décédé, et c'est peut-être la dernière image que je vais garder de lui, c'est son corps défunt. Pour certaines personnes, ça pose pas de problème, ça c'est très individuel. Pour d'autres, c'est très compliqué et ça amène à plein de situations qui peuvent être anxiogènes, donc il faut réfléchir aussi à l'endroit par rapport à ça. Il n'y a pas de moment idéal pour mourir, il n'y a pas de lieu idéal pour mourir. On essaye d'aménager le mieux qu'on peut, mais parfois on est pris par les circonstances, comme vous disiez vous par rapport à votre chat, et puis on fait comme on peut. L'important, c'est d'en avoir conscience, c'est-à-dire de pouvoir par la suite, à travers différents rituels hein, dont je parle dans le livre, pouvoir aussi terminer ce qui n'a peut-être pas pu se terminer comme on aurait aimé. Un animal vient de mourir chez soi. Combien de temps? Parce que ça, le vétérinaire, que ce soit chez lui ou chez vous, le corps, on ne reste pas longtemps à côté de lui. Non. On va le veiller. Et il y a donc cette première question. Et la deuxième question, pour les animaux qui partageaient leur vie avec l'animal qui part, puisqu'ils n'ont pas conscience de la mort, les animaux, quelle est leur réaction quand ils voient un animal mort? Alors, ils n'ont pas conscience de la mort au sens où nous l'entendons quand on propose la mort. Je crois que ça, il faut être clair. C'est-à-dire que nous avons une conception de la mort comme étant une délivrance possible pour l'animal, d'où l'idée de l'euthanasie. L'animal, il a conscience quand le corps est inanimé. C'est-à-dire que l'âme animant le corps, lorsque l'âme a quitté en fait le pyjama génétique de l'animal, qu'il soit chat, chien ou autre animal, alors les autres animaux savent pertinemment que ce corps est inanimé et que ce n'est plus leur copain. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut observer dans le monde sauvage, mais aussi si vous avez l'occasion de pouvoir présenter le corps défunt d'un de vos animaux aux autres animaux de la maison. Il y en a qui vont venir, qui vont essayer de le bouger, il y en a d'autres qui vont juste le renifler, il y en a d'autres qui passeront le pas de la porte, verront le corps de leur copain et s'en iront. Parce que pour eux, c'est plus leur copain. En fait, pour l'animal, vraiment, ils ont une perception de la vie plus que de la mort. La vie, en fait, c'est lorsque l'âme est dans le corps. La mort, c'est pas quelque chose qui existe en soi. Il y a la vie et le corps qui est animé par l'âme, et puis il y a ce que nous appelons la mort, qui est le corps inanimé, sans âme. Et c'est ça la différence que font les animaux, avec ou sans âme. Donc c'est important de pouvoir expliquer à nos propres animaux, lorsqu'on ne peut pas leur présenter le corps de leur animal défunt, ou que justement l'euthanasie s'est pas fait à la maison, le décès n'est pas survenu à la maison. Par exemple, je pense aux accidents de voiture hein, qui sont courants chez les chats. Il faut leur dire en fait que l'animal est décédé avec ces mots-là que j'utilise comme ceux pour les enfants en disant que l'animal ne reviendra pas, qu'il est parti. Parce que sinon, les autres animaux attendent. Il y a une espèce de croyance comme ça,
peut-être un peu légende urbaine, que les animaux, ils comprennent les choses sans qu'on ait besoin de leur expliquer, mais rien du tout. Les animaux sauvages, beaucoup plus, mais les animaux domestiques, ils ont perdu beaucoup de leurs aspects de connaissances innées des choses. D'ailleurs, ils sont incapables de reconnaître des plantes toxiques, etc., etc., hein. Un animal domestiqué n'est pas un animal sauvage, et c'est un animal à qui il faudra expliquer, parce qu'on l'a quelque part humanisé par la domestication, il faudra lui expliquer, comme on explique à un enfant, que son copain chat ou chien ne reviendra pas. Ça, c'est vraiment important. Quant à l'euthanasie, puisque c'était la première question, j'ai répondu à la deuxième d'abord, mais quant à l'euthanasie, comme je disais tout à l'heure, l'euthanasie, c'est pas un mot qui leur parle aux animaux. Par contre, d'expliquer que le corps n'est plus fonctionnel et qu'à un moment donné, l'âme va devoir quitter ce corps-là, ça, c'est quelque chose qui leur parle. D'où l'importance de parler de l'âme et de vraiment comprendre que les animaux sont animés par une âme qui fonctionne de manière très proche de l'âme humaine, mais qui, au moment du décès, va avoir en règle générale plus de facilité à se détacher du corps physique, parce qu'il est moins lourd, encollé par toutes les histoires qui font notre vie d'humain, parce que les histoires de la vie des animaux sont plus légères en termes de culpabilité, de rancœur ou de je ne sais quoi d'autre qui appartiennent vraiment au monde humain et qui collent en fait beaucoup l'âme au corps. Donc le fait qu'on puisse pas veiller les animaux pendant 3 jours comme on avait l'habitude de le faire autrefois pour le corps des humains, et ça a tout son sens, n'est pas un problème en soi dans la mesure où on peut le faire sous forme de rituel, comme je l'explique, qui est une autre forme de veillée, mais qui va accompagner l'âme animale. L'âme animale, où qu'elle soit au moment du décès, revient au domicile des gens, la plupart du temps, pour autant que l'animal sache qu'il est décédé. Et dans les cas d'accident, les cas de mort violente, l'âme est éjectée très fort du corps, et très rapidement, elle n'a pas le temps de se rendre compte qu'au fait, le corps n'est plus animé. Et comme on peut le voir dans différents films qui ont été faits sur les décès humains, où on voit l'âme qui essaye de revenir, qui est devant son cadavre et qui veut absolument retourner dans son corps, il arrive la même chose aux animaux défunts lorsqu'ils ne meurent pas de vieillesse ou de maladie sur du long terme, lorsqu'ils ne sont pas préparés à quitter la terre et qu'ils la quittent brusquement par le fait d'un accident ou d'un événement violent, une colique violente chez un cheval ou des choses comme ça, il faut leur dire qu'ils sont morts. Autant d'ailleurs aux humains qu'aux animaux, il faut dire à un être qui est décédé qu'il est décédé. Parce que la mort est un rêve dont on ne revient pas, dit Patrick Bernsteinaz, et c'est vraiment ça. La mort est un rêve dont on ne revient pas. Et quand vous êtes dans vos rêves, vous ne savez pas, vous êtes dans une autre réalité, vous savez juste que vous êtes vivant quand vous vous réveillez le matin. Mais quand vous êtes décédé, vous continuez dans ce rêve-là. Donc il faut qu'il y ait des gens qui avertissent les animaux qu'ils sont décédés, et donc les proches des animaux. Et il en va de même pour les âmes humaines. Tout un chapitre sur les phases de préparation de l'âme et du corps avant la mort. Première palier, l'adaptation, ensuite le ralentissement, ensuite le détachement et l'acceptation. Vous développez tout ça sur les chiens, les chats, les chevaux, que ce soit des ânes ou aussi des poneys, les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, et les oiseaux. Un beau chapitre sur les oiseaux qui sont plus en lien avec le spirituel. Et moi, il m'est arrivé d'avoir un oiseau qui est mort dans mes mains, et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il a retourné sa tête complètement à l'envers, de manière à regarder le ciel. C'était très étonnant. Vous avez aussi un chapitre sur les chakras, des images avec les chakras sur les animaux, et j'étais assez étonnée de voir que les chakras, vous ne les mettez pas sur la colonne vertébrale. Alors, ces images n'ont pas été dessinées par moi, hein. Il y a les références. C'est comme ça que c'est illustré, mais on peut les mettre sur la colonne vertébrale. C'est juste pour des questions de facilité. De toute façon, le chakra est un point énergétique traversant qui traverse tout le corps. Donc c'est simplement le fait des illustrations que j'ai trouvées, ne sachant pas moi-même dessiner. Mais ça fonctionne aussi sur la colonne. C'est traversant de toute façon. Merci à toi, folie. Grâce à toi, je vis. Merci à toi, folie. Grâce à toi, on s'unit. Grâce à toi, je prends conscience de l'amour, de la guidance qui va voir ton ignorance et lui tendre les bras. Grâce à toi, je fais confiance
troisième et dernière partie de cet au-delà du miroir. Nous accompagnons toujours notre animal en fin de vie avec Fabienne Maillefer. Donc, vous avez tout un tas de chapitres sur les fêtes de passage. Ça serait bien de mettre une bougie, l'aider à faire un au revoir à la terre, peut-être de regarder l'album photo. Il y a l'histoire de la plume aussi, et du poil. Et tous ces rituels-là, en fait, ils permettent de terminer la boucle suivant les circonstances dans lesquelles le décès s'est passé. Je reviendrai juste sur le rituel de l'au revoir à la terre qui est vraiment très important. Lorsqu'un animal est averti qu'il va être endormi, c'est important pour lui qu'il puisse non pas être averti le jour même, à moins que ça se fasse comme ça, mais si c'est un acte décidé, il ne faut pas le lui cacher en lui disant on a pris rendez-vous jeudi à 15 heures avec le vétérinaire pour endormir le chat ou le chien ou le cheval ou peu importe l'animal. Il faut vraiment le lui dire parce que c'est du temps de préparation aussi de l'âme, de ces fameuses phases dont vous parliez tout à l'heure et qui permettent de passer de la phase de détachement à la phase d'acceptation. En fait, c'est du temps pour que l'animal puisse, lui, faire ses adieux. Un peu comme nous, les humains, lorsque nous arrivons à la fin de notre vie, ou que nous savons que nos jours sont comptés. Vous savez, il y a des fois cet état de grâce, avec des gens qui sont presque semi-comateux, et on se dit, ça y est, ça va arriver. Puis tout d'un coup, quelques heures avant le départ et le décès, ils ouvrent les yeux, ils peuvent encore dire deux, trois choses, ou voilà que la famille a pu se réunir, et est là autour de la personne. Donc c'est un peu cet même état de grâce que va vivre l'animal, qui peut être très mal au point et tout d'un coup se sentir beaucoup mieux pour pouvoir réaliser certaines choses. Et là, comme interprète animalière, je vais demander à l'animal qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et ça peut être une balade, il va la décrire en disant j'aimerais bien être emmené. Alors des fois il peut le faire physiquement, des fois il peut plus du tout. Donc on va le faire en voiture par exemple, si c'est pour un chien. On pourra le faire à pied soi-même en ayant la présence de l'animal à nos côtés si c'est pour un cheval, puisque là on ne va pas l'emmener dans un van. C'est cet au revoir à la terre qui est tellement importante pour le monde animal, qui a cette connexion avec tous les éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau. Et l'animal a besoin de dire au revoir à cet espace qu'il a accueilli, que nous appelons la terre, et qui pour nous souvent est un espace un peu matériel comme ça, avec des trucs dessus, si je peux dire ça comme ça, alors que pour l'animal, la nature et tout ce qui vit, c'est du vivant. La terre bat et les animaux entendent le cœur de la terre battre. Les herbes, les fleurs, le vent, l'air, tout ça est vivant pour un animal. C'est pas juste de la matière. Et donc il doit aussi prendre congé de tout ça. Parce que lorsque nous sommes incarnés, que l'on soit humain ou que l'on soit un animal, c'est là que nous avons notre pleine puissance. C'est là que nous avons vraiment une capacité de pouvoir utiliser tout notre potentiel. Et les animaux aiment la vie, les animaux aiment leur corps, ils aiment sauter, jouer, courir, sentir le vent dans leurs oreilles, et ils doivent faire le deuil de tout ça. Et si on a l'occasion de pouvoir leur donner ce temps-là, de le revoir à la terre, et si on peut pas, on peut le faire pour eux a posteriori, après le décès, ça c'est un des rituels pour moi les plus importants. Ensuite, je dis souvent aux gens qui ont de la peine avec l'image de l'âme, suivant où en est la personne par rapport à ses propres croyances, sa propre démarche spirituelle ou sa religion. Je leur dis, imaginez qu'à un moment donné, l'âme de l'animal, c'est une plume et que cette plume va quitter gentiment le corps et s'envoler légèrement une fois que votre animal sera défunt. Et c'est un peu cette plume-là qui va revenir à la maison pendant quelques jours, le temps que tous les liens énergétiques se défassent et que le travail de l'âme puisse se faire. Et je leur dis souvent, vous verrez, si vous utilisez cette image-là, vos animaux vous feront un petit clin d'œil en vous envoyant de nulle part une plume. Il m'est arrivé vraiment très souvent pour mes animaux défunts de trouver tout d'un coup une plume au milieu de nulle part, ou même d'en avoir qui me descend comme ça devant le nez alors que je suis en plein champ et qu'il n'y a aucun oiseau qui a passé au-dessus de moi à l'instant T. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça que les âmes nous font par rapport à la plume. Et puis je dis aussi par rapport aux souvenirs qu'on peut avoir de son animal, souvent quand on a
un chat, un chien, un âne, des animaux qui vivent à nos côtés, ben, on a plein de souvenirs qu'on va peut-être garder, des jouets, des choses comme ça. Concernant les chevaux, c'est quelque chose qui est compliqué parce que les chevaux ne vivent pas avec nous dans la maison, a fortiori. Mais le jour où notre cheval est plus là, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Alors certes, il y aura peut-être sa selle ou sa bride, mais on va pas forcément garder ça chez soi. Et je dis toujours, mais peut-être demander à l'animal de son vivant si il est d'accord que vous préleviez un petit peu de poil ou un petit bout de crinière ou quelque chose qui, si pour vous ça vous fait du bien et si ça fait du sens, quelque chose que vous garderiez en souvenir de votre animal. Parce que j'avais trouvé les premières morts auxquelles j'ai été confrontée de chevaux, j'avais trouvé ça terrible qu'il n'y ait plus rien. Une fois que le corps est parti, on change la paille dans le box, on met un autre cheval après et il n'y a plus rien. Alors que nos animaux, chats, chiens qui vivent avec nous, bah, il y a quand même encore le rôdeur, il y a encore différentes choses. Donc voilà, c'est une proposition que je fais. Après, chacun est libre, bien sûr, de faire ce qui lui convient et ce qui lui parle. Alors, pour aider ceux, lui ou ceux et celles qui restent, il y a des plantes, des minéraux, il y a la sauge, par exemple, mais il y a aussi l'or. L'or est revenu 2 fois dans votre livre. L'or pour aider au passage de l'animal et l'or pour après aider ceux qui restent. Pourquoi l'or? C'est des choses qui m'ont été données et qui ont été aussi expérimentées avec des animaux. L'or ouvre en fait vraiment les voies énergétiques pour la libération de l'âme, facilite la libération de l'âme. Et puis l'or, en homéopathie par exemple, hein, que je conseille de prendre, va nous aider à transformer en fait, transformer cette transcendance, ce départ, cette transcendance de l'âme, la transformer aussi à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment une énergie, plus qu'une matière encore, hein, qui va nous permettre de dépasser peut-être le sentiment que certaines personnes peuvent avoir de vide total, voire de peur, voire de tristesse énorme, de chagrin qu'on peut pas guérir lors du départ de leur animal, dans ce sens-là. En 2010, José Bouchard a créé un carnet Oui. de messages pour la fin de vie difficile de sa mère qui avait eu un AVC. Carnet de passage pour notre animal. Alors, grâce à José qui m'a autorisé à le faire, j'ai effectivement repris, alors en aménageant son carnet de passage pour le mettre en lien avec le monde animal, hein, tout n'était pas adapté, elle l'a fait pour le monde humain, mais des questions qu'on peut se poser soi-même et poser à notre animal pour voir comment on pourrait l'accompagner au mieux. Et si on connaît bien toutes ses habitudes, ses désirs, ses besoins aussi, dans les derniers instants de la vie, ça s'adresse surtout à des animaux qui soit sont vieillissants, soit ont une maladie chronique qui dégénère progressivement et qu'on peut accompagner sur du long terme. Ça va de quel type d'odeur l'animal aime sentir, ou quel type de nourriture, quel type aussi de dodo hein, dans lequel il aime bien être, avec quel genre de couverture, etc., etc., de la musique, enfin, de se poser ces questions-là, ça prépare et ça permet de préparer souvent des gens qui sont très angoissés à l'idée de perdre leur animal parce que c'est tout pour eux, de se dire, bah, je peux quand même me préparer et faire quelque chose. Il n'est jamais trop tard, donc même pour revenir sur une euthanasie qui a été faite ou sur une mort qui s'est faite, ça c'est en communication animale. Oui, tout à fait. On peut à tout moment parler à l'âme animale et il n'y a pas de date de péremption, comme je dis. C'est-à-dire que même si j'ai perdu un animal quand j'étais petite et que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'une dame qui m'a demandé si je pouvais parler avec son chien qu'elle avait eu adolescente, c'est une dame qui a une soixantaine d'années maintenant, et son chien, en fait, un jour, elle est rentrée à la maison et il n'était plus là. Parce qu'il y a eu bisbille entre ses parents qui ont décidé de donner ce chien, voilà. Et elle, c'était son chien pour elle, elle s'est sentie très très coupable, elle a eu toute sa vie durant l'impression de l'avoir abandonné, et elle voulait savoir si elle pouvait lui parler. Alors il était clair que vu l'âge de la dame et vu l'âge du chien à l'époque, bah, le chien était défunt, ça c'est sûr, mais que peut-être il s'était réincarné.
Donc l'idée, c'était de pouvoir parler avec ce chien-là, appelons-le Max, avec Max à l'époque où cette dame était adolescente et de l'événement qui s'est passé. Et c'était très intéressant parce que là, le chien a pu donner vraiment des détails très précis sur où il habitait, ce qu'il faisait, des choses que je ne pouvais pas connaître et qui ont permis de valider que j'étais bien avec le bon chien. Et le chien a pu expliquer aussi ce que ça avait signifié pour lui et comment il avait accompagné sa maîtresse. Et ce qui était très très joli, c'est qu'à un moment donné, il lui dit, mais tu sais, je suis l'âme du chat qui t'accompagne aujourd'hui. Pour ma part, je n'avais pas d'informations concernant cette dame qui avait un chat, puisque a priori, elle n'avait pas d'animaux quand elle m'a appelé, c'était juste pour ce chien décédé il y a fort longtemps. Et je dis à la dame, et je vois un petit chat noir et blanc qui a la moitié de la truffe blanche et l'autre moitié noire. Est-ce que c'est votre chat? Et elle me dit, oui, c'est bien lui. Et donc, elle est allée le chercher, elle me l'a montré. Et puis, parce que je fais parfois au téléphone, parfois en visioconférence. Et puis, les communications animales. Et c'était chouette pour elle de réaliser que l'âme de son chien défunt s'était réincarnée dans l'âme de son chat qui l'accompagnait actuellement. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, mais pour dire qu'il n'y a pas de délai pour pouvoir parler à un animal défunt. Oui, il y a de belles histoires dans votre livre qui nous mettent plus que l'alarme à l'œil. Comment savoir si on a respecté les volontés de l'animal? À la fin de votre livre, il y a tout un tas de questions. Donc, comment savoir si on a respecté ses volontés? Comment va-t-il? Est-ce qu'il ne m'en veut pas? Ça, c'est des questions que les gens vous posent. Oui, la dernière partie du livre, en fait, je l'ai consacrée à une dizaine de questions autour de la mort ou de l'après-vie, parce qu'on pourrait plutôt parler d'après-vie que de mort dans la conception des animaux, de l'après-vie chez l'animal et des questions que les gens me posent depuis bientôt 20 ans lorsque j'accompagne leurs animaux en fin de vie ou lorsque justement leur animal est décédé. Ça me semblait assez intéressant de répondre à ces questions de manière un peu universelle, mais sous l'éclairage des expériences que j'avais pu mener toutes ces années. Et l'idée étant de consacrer un jour un livre vraiment exclusivement autour de la mort de l'animal, celui-ci étant surtout sur l'accompagnement de l'animal en fin de vie, et on aborde dans la deuxième partie la mort sous l'aspect, on va dire plutôt, des questions que les humains se posent vis-à-vis de la mort de leur animal. Est-ce que vous avez des réponses dans la question mon animal est mort? Comment va-t-il et est-ce qu'il ne m'en veut pas? Tout à fait. Alors là, on va poser la question. Lorsque je communique avec un animal défunt, je vais d'abord identifier l'animal dans ce qu'il faisait de son vivant pour être sûr qu'effectivement je parle bien avec le bon animal. Et puis ensuite, je vais pouvoir transmettre les questions en direct que la personne, l'ancien compagnon humain de l'animal, se pose vis-à-vis de son animal. Et je vais y répondre, ayant ainsi la garantie d'être avec le bon animal. Donc, les animaux, il arrive que les animaux demandent, par exemple, des petits rituels supplémentaires ou des choses qu'ils aimeraient bien qu'on fasse pour eux. Ou, par exemple, qu'ils disent, mais tu sais, moi j'attends que tu aies fait ton deuil parce que j'ai bien l'intention de revenir, mais tant que tu es occupé à me pleurer, moi j'ai besoin de te dire que je vais bien, mais que j'aimerais bien revenir dans ta vie, mais je peux pas parce que ton cœur il est tout pris par le chagrin de m'avoir perdu, mais tu m'as pas perdu, je suis juste de l'autre côté du miroir et je reviendrai bien. Parce que certains animaux vont revenir dans notre vie sous une autre forme, je parlais de l'exemple du chien et du chat tout à l'heure, certains animaux vont se réincarner dans notre vie actuelle sous la même forme de l'espèce qu'on avait précédemment ou sous une autre forme animale. Ça, c'est tout à fait de l'ordre du possible, mais tous les animaux ne le font pas. Parce que souvent, on aimerait, quand notre animal est décédé, que bien sûr, reprenons l'exemple de Max, que Max revienne dans ma vie parce que c'était tellement bien et c'était un chien unique et il était extraordinaire. Mais certains animaux n'ont pas pour mission de revenir dans notre vie. Ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire avec nous et ils ne se réincarnent pas forcément non plus en animal de compagnie. Il peut se réincarner en animal sauvage aussi. Donc, tout ça est pris en compte dans la discussion qu'on va avoir avec l'animal. Est-ce qu'il ne peut pas aussi incorporer un autre animal? Est-ce qu'il peut y avoir deux âmes animales dans le même animal? Alors, à ma connaissance, deux âmes animales dans le même animal sur du long terme, non, mais il arrive parfois que les animaux soient utilisés
alors ça a l'air d'être un accord d'âme à âme, hein, soit utilisé comme canal pour passer des messages, soit d'autres animaux que l'on a chéris, et dans le livre j'explique ce qui se passe entre mon petit Anonyx et ma chienne Mélie à ce sujet, soit aussi par rapport à des âmes humaines qui ont besoin de passer des messages à travers des âmes animales qui se prêtent comme canal, on va dire, d'information. Mais il faut réaliser qu'il y a un moment donné où toutes les âmes que nous associons en fait aux personnalités, un petit peu à tort, parce que pour moi il y a une différence entre l'âme et la personnalité, hein. La personnalité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, je suis Fabienne Maillefer, vous êtes Joël, mais l'âme c'est quelque chose d'autre, et l'âme rejoint en fait à un moment donné dans son évolution une dimension globale, ce que certains appellent l'unité, et en fait les âmes à un moment donné se différencient plus les unes des autres. Donc l'âme pour moi est un véhicule qui permet en fait de retourner, de regagner l'être infini que chacun d'entre nous est, y compris les animaux. Donc il est possible qu'effectivement parfois des âmes se cohabitent ensemble dans un moment donné, parfois échangent peut-être leur âme à un moment donné dans des phénomènes de Hawking. Enfin, ça sera probablement l'objet d'un prochain ouvrage parce que c'est quelque chose qui est bien complexe, l'âme animale, dans sa manière de fonctionner et d'être toujours le relais entre les humains et le monde animal. Donc il y a ce côté... toutes les âmes animales nous ramènent au fait à notre humanité et c'est ce qu'elles essayent de faire par tous les moyens possibles imaginables, qu'elles soient âme animale incarnée comme animal de compagnie, comme animal de rente, comme animal domestique, comme animal sauvage. C'est de nous ramener à notre humanité. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se réveille parce que l'âme animale a déjà, enfin les animaux, le monde animal, a tiré la sonnette d'alarme depuis un moment sur le fait que nous ne pouvons pas continuer à dissocier les choses et à penser que nous sommes indépendants et pas reliés du tout pour rien au monde, à ce qui nous entoure. Les animaux vivent dans un monde vivant, un monde coloré, un monde qui bouge et qui est beaucoup plus dynamique que ce que nous pouvons observer avec nos yeux d'humains. Et si on se rapproche de cela, et si à travers l'âme animale on comprend ce message-là, alors notre relation à notre environnement, à tout ce qui nous entoure, et y compris aux humains qui nous entourent, devrait être différente, parce que les animaux contribuent à l'ouverture de notre conscience, simplement. Et de la conscience du tout et du fait que nous ne sommes pas divisés. Et d'ailleurs, au départ, on ne l'était pas. Il y a cette très très belle phrase d'Anatole France: tant que vous n'aurez pas aimé un animal, une partie de votre âme sera toujours sans éclat. Le livre s'appelle Accompagner son animal en fin de vie. C'est publié aux éditions Vega et vous vous appelez Fabienne Maillefer. Vous avez un site internet qui est www.écoledelaConscience.com ou www.communicationanimale au singulier avec un E à la fin d'animal.com aussi, ou simplement taper mon nom sur internet. Moi j'aimerais rendre hommage à tous les animaux qui ont croisé ma route, qui la croiseront encore, dont j'ai croisé leur route, pour leur immense apprentissage, parce que je ne fais que témoigner dans mes ouvrages de ce que j'ai reçu de leur part, et j'ai la chance de pouvoir les entendre, c'est vrai, depuis tout petit, comme d'ailleurs toute forme de vie, mais je suis vraiment touchée, je rends grâce au monde animal de m'avoir permis de pouvoir témoigner et de témoigner encore sur l'extrême sagesse qu'ils ont en eux et sur la nécessité vraiment que nous les humains, parce que c'est ce qu'ils souhaitent pour nous, nous puissions nous réveiller nos consciences et réaliser que les animaux ne sont pas juste des bêtes. Merci beaucoup. Merci à vous, Joël. Merci à toi, folie. Grâce à toi, je vis. Merci à toi, folie. Grâce à toi, on s'unit. Merci à toi, folie.
grâce à toi je vis. Merci à toi folie, grâce à toi on s'unit. Merci à toi folie, grâce à toi je vis. Merci à toi folie.